I came and they gave me Bloodsport, the perfect movie to show a billboard. Je suis arrivé et on m'a donné Bloodsport, le film parfait à afficher sur une affiche. Bloodsport a été difficile à tourner et une fois que vous entendrez toute l'histoire, vous ne regarderez plus jamais le film de la même façon. Derrière les coups de pied rapides, les positions écartées et les scènes de combat explosives se cachait une lutte épuisante remplie d'obstacles que peu auraient pu endurer. Jean-Claude Van Damme n'a pas seulement joué dans le film, il s'est battu pour lui de bien des façons. J'ai été payé 25 000 $ pour Bloodsport, puis 50 000 pour le suivant, Cyborg, et 75 000. Du fait de problèmes de budget à des égos en conflit, en passant par des emplois du temps d'entraînement impossibles et une menace d'être totalement écarté du projet, la réalisation de Bloodsport fut une bataille en soi. Et Jean-Claude, désespéré pour sa grande chance, s'est poussé à l'extrême limite juste pour le faire aboutir. Ce que le public a vu était un classique des arts martiaux à haute tension. Mais en coulisses, c'était du sang, de la sueur et des rêves presque brisés. Désormais, des décennies plus tard, la vraie histoire de la réalisation de Bloodsport voit enfin le jour. Le combattant inconnu. Le combattant inconnu qui n'abandonnait pas. Au milieu des années 1980, Jean-Claude n'était qu'un visage anonyme à Los Angeles. Il n'était pas une star de cinéma. Il n'était sur aucune liste de studio. C'était un artiste martial belge de 25 ans sans véritable crédit d'acteur, sans relation et sans argent. Il avait tout quitté à Bruxelles, sa maison, sa famille et tout sentiment de stabilité pour poursuivre un rêve que la plupart des gens ridiculisaient comme impossible. Il ne parlait presque pas anglais à son arrivée aux États-Unis. Il voyageait avec un sac de sport, une paire de nunchakus et une pile de photos de ses jours de karaté compétitif. Pendant des mois, il a rebondi entre les canapés d'amis et le siège arrière d'une voiture cabossée. Parfois il avait de l'argent pour manger, parfois non. Pour survivre, Jean-Claude a pris tous les jobs qu'il pouvait trouver. Il livrait des pizzas. Il posait des tapis. Il a même fait de la sécurité dans une boîte de nuit, bien qu'il admette qu'il était trop poli pour jeter qui que ce soit dehors. Mais tout au long de cela, il s'entraînait. Chaque jour, il s'étirait pendant des heures dans des parkings aléatoires, pratiquait ses coups de pied sur le sable de la plage et shadowboxait devant les miroirs de salles de gym fermées. Sa flexibilité était son atout majeur, et il y travaillait de manière obsessionnelle. Même les jours où il n'avait pas mangé, il refusait de laisser son corps s'affaiblir. Ce n'était pas seulement pour rester en forme. C'était pour rester prêt au cas où l'opportunité se présenterait. La grande chance de Jean-Claude n'est pas venue d'un casting ou d'un appel de studio. Elle est venue d'un parking. Un après-midi, il a repéré le producteur Menahem Golan, cofondateur de Cannon Film, dehors d'un restaurant à Los Angeles. Jean-Claude n'a pas hésité. Il s'est présenté, a dit qu'il était artiste martial et a lancé une démonstration spontanée là, sur le trottoir, se terminant par un coup de pied volant à 360 degrés iconique qui s'est arrêté à quelques centimètres de son visage. Golan a été surpris, impressionné et amusé. Il lui a donné sa carte et lui a dit de passer au bureau. Cette petite cascade a suffi à le mettre sur le radar de Cannon, mais pas à conclure un accord. Pendant des semaines, Jean-Claude a traîné autour du studio en faisant de petits rôles et en doublant dans des scènes de combat mineurs. Mais le rôle qu'il voulait vraiment était le premier rôle dans Bloodsport, un film à petit budget basé sur l'histoire supposée vraie du combattant clandestin Frank Dux. Le studio n'était pas convaincu. Jean-Claude avait les mouvements, mais pouvait-il porter un film? Pouvait-il agir? Jean-Claude n'a pas abandonné. Il revenait sans cesse, se présentant sans invitation aux réunions de pitch, faisant des démonstrations dans les couloirs, allant même jusqu'à se porter volontaire pour chorégraphier des scènes de combat. Petit à petit, les murs ont commencé à céder. Finalement, avec assez de persévérance et probablement parce que personne d'autre ne voulait le rôle, il l'a obtenu. Il jouerait Frank Dux. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais pour Jean-Claude, la lutte ne faisait que commencer. Il avait le rôle, mais pas de sécurité. Le cachet était minuscule. Le scénario était faible et le tournage l'emmènerait aux quatre coins du monde à Hong Kong, où rien ne serait familier et peu de choses seraient sécurisées. De plus, Cannon Film avait une réputation de produire des films B oubliables. Pourtant, rien de tout cela n'importait à Jean-Claude. Il avait ce pourquoi il était venu, une vraie chance, et il n'allait pas la gaspiller. Mais ce qu'il ne savait pas alors, ce que personne ne savait, c'était à quel point cela demanderait énormément pour réaliser Bloodsport. Ce ne serait pas seulement son corps en jeu. Ce serait sa carrière, sa dignité, d'une certaine manière, tout son sens de soi. Le film le ferait soit le détruirait. Origine sauvage et scénario.
les origines sauvages de Bloodsport et un scénario que personne ne prenait au sérieux. Quand Jean-Claude a enfin décroché le premier rôle dans Bloodsport, il n'entrait pas dans une production hollywoodienne polie. Il entrait dans le chaos. Les fondations du film étaient bancales dès le départ, construites sur une histoire que presque personne dans l'industrie ne croyait. Le scénario s'inspirait des affirmations bizarres et controversées de Frank Dux, un ancien marine américain qui prétendait avoir combattu dans un tournoi martial clandestin secret appelé le Kumite. Frank affirmait être invaincu et avoir établi de nombreux records du monde en combat à main nue. Mais au moment où Bloodsport est entré en développement, des journalistes et des experts en arts martiaux avaient déjà commencé à percer à jour son histoire. Certains disaient qu'elle était fabriquée, d'autres la qualifiaient de fantasme. Pourtant, Cannon Film y voyait un potentiel, non pas parce qu'il croyait Frank, mais parce que l'histoire avait assez de spectacle pour bâtir un film d'action autour, si c'était fait à bas coût. Et bon marché, c'est exactement ce qu'était Bloodsport. Le budget était une fraction de ce que les grands studios dépensaient pour les films d'action à l'époque. Cannon a confié le projet à un réalisateur nommé Newt Arnold, un assistant réalisateur chevronné, mais quelqu'un qui n'avait dirigé qu'un long-métrage des décennies plus tôt. L'équipe était réduite, les ressources limitées, et la plupart des personnes impliquées voyaient Bloodsport comme un simple filaire d'action jetable pour les théâtres de fin de soirée ou le marché croissant des VHS. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit retenu en mémoire. Jean-Claude, cependant, ne le traitait pas ainsi. Pour lui, Bloodsport n'était pas du jetable. C'était une bouée de sauvetage. Il croyait en l'histoire, même si personne d'autre n'y croyait. Et cette énergie le porterait à travers ce qui deviendrait l'un des tournages les plus physiquement et mentalement exigeants de sa vie. Le tournage était prévu à Hong Kong, loin du confort des plateaux hollywoodiens. Pour Jean-Claude, cela signifiait naviguer dans un monde entièrement nouveau. L'équipe de production était un mélange d'Américains et d'équipes locales hongkongaises, avec des problèmes constants de communication. Certaines instructions devaient être traduites plusieurs fois avant d'avoir du sens. L'équipement n'arrivait pas toujours à temps. Les lieux de tournage étaient limités, et les retards dus à la météo étaient courants. Le casting lui-même était un assortiment étrange de bodybuildés, d'artistes martiaux et de cascadeurs de scène, beaucoup sans réelle expérience d'acteur. Bolo Yeung, qui jouait le méchant principal Chong Li, était une présence massive et intimidante sur le plateau. Respectueux, il était connu pour son intensité et son imprévisibilité dans la force de ses coups. Pendant les scènes de combat, Jean-Claude devait rapidement bâtir une confiance et une alchimie avec lui, surtout en sachant qu'il tournerait certaines des séquences de combat les plus agressives du film. Puis il y avait le problème de la chorégraphie. Sans argent pour engager de grands coordinateurs de combat ou passer des semaines en répétition, beaucoup de scènes de combat devaient être bloquées et improvisées sur le vif. Jean-Claude, connu pour sa forme parfaite et sa technique précise, trouvait cela frustrant. Il était habitué au contrôle. Des années d'entraînement l'avaient conditionné à exécuter des mouvements avec une focalisation laser. Mais maintenant, sous pression, avec les caméras qui tournent et très peu de temps pour les retacs, on lui demandait d'inventer tout sur le moment. Malgré le chaos, il y avait des moments de brillance. Le format de tournoi du film lui donnait un rythme clair. Chaque adversaire avait un style de combat différent, et Jean-Claude a aidé à concevoir le flux de ces scènes. Il voulait que les combats ressemblent à une progression réelle. Chacun devenant plus difficile, plus dangereux, plus personnel. Mais tout le monde sur le plateau n'était pas convaincu que le film fonctionnerait. Certains membres de l'équipe américaine plaisantaient en disant qu'ils auraient de la chance si le film arrivait même en vidéo domestique. D'autres pensaient que Jean-Claude était trop raide, trop étranger ou trop étrange pour connecter avec un public. Un caméraman aurait demandé s'il devait prendre ce gars de karaté au sérieux. Jean-Claude a tout entendu, mais il s'en fichait. Il savait ce que ce film pouvait être, s'il pouvait seulement être terminé. Pourtant, les retards de production s'accumulaient. Des scènes ont été coupées. Des lieux entiers ont dû être abandonnés parce que l'équipe ne pouvait plus se permettre de rester à Hong Kong. L'emploi du temps a été resserré encore et encore. À la dernière semaine, tout le monde se précipitait pour finir avant de manquer de temps ou d'argent. Mais ce qui a suivi n'était pas dans le plan, et ce n'était pas quelque chose que la plupart des acteurs tenteraient même. Jean-Claude n'allait pas laisser sa chance unique être enterrée. Scène de combat. Scène de combat, vraie blessure et pas de place pour les erreurs. Filmer des scènes de combat pour un film d'action est généralement un processus contrôlé. Des doublures cascades, des répétitions, du rembourrage et une chorégraphie soigneusement planifiée aident à créer l'illusion de danger tout en gardant le casting en sécurité. Mais Bloodsport n'avait pas ce luxe.
Le budget était si serré que des raccourcis étaient pris à chaque opportunité, parfois dangereusement. Pour Jean-Claude, cela signifiait faire presque tout lui-même, même si cela impliquait de risquer de graves blessures. Il n'y avait pas de doublure pour son personnage. Chaque coup de pied, flip, punch et rotation était exécuté par Jean-Claude. C'était l'accord. Il y a insisté, non seulement pour se prouver, mais parce que le film ne pouvait pas se permettre quelqu'un d'autre. Donc, ce que le public a vu à l'écran, chaque rondouse au vol, chaque coup de pied sauté en écart était réel, et cela avait un coût. Dès la première semaine de tournage, il est devenu clair que la production ne pouvait pas suivre la précision de Jean-Claude. Le timing était décalé. Des coups manqués menaient à des coups accidentels. Un figurant a lancé un vrai coup de coude qui a frôlé le temple de Jean-Claude. Un autre a mal jugé une chute et a failli se déchirer un tendon. Il n'y avait pas de vrai personnel médical en stand-by, juste des packs de glace et de l'aspirine. L'emploi du temps ne permettait pas de retard. Si quelque chose tournait mal, il continuait à tourner. Les moments les plus dangereux sont venus pendant le combat final avec Bolo Yeung, le bodybuildé massif qui jouait Chong Li. Bolo n'était pas seulement en train d'acter intimidant. Il était vraiment une présence puissante et imprévisible sur le plateau. Connu pour son travail dans les films martiaux hongkongais, Bolo ne retenait pas toujours ses coups. Il frappait fort et s'attendait à la même chose en retour. Lors d'une prise, Jean-Claude a pris un coup au corps qui lui a coupé le souffle. Dans une autre, il a atterri durement sur le dos lors d'une projection et a dû continuer à tourner malgré des ecchymoses visibles. Il n'y avait pas de tapis sur le sol du décor du tournoi. C'était juste un tapis fin sur du béton. Chaque chute était réelle. Chaque atterrissage faisait mal. Puis il y avait les séquences à l'aveugle. Dans l'une des scènes les plus iconiques de Bloodsport, le personnage de Jean-Claude combat aveuglé par une attaque de poudre. La séquence est dramatique, coup de pied au ralenti, mouvement désorienté et instinct brut guidant le combat. Mais derrière la caméra, les choses étaient tendues. Jean-Claude s'était entraîné pendant des semaines pour développer la mémoire musculaire nécessaire. Il avait travaillé son équilibre, pratiqué les yeux fermés et répété les mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Pourtant, le tournage était incroyablement risqué. Si un coup était manqué, il pouvait se blesser gravement ou blesser son adversaire. Il ne l'a pas fait, mais pas parce que c'était facile, parce qu'il refusait d'arrêter avant que ce soit parfait. Il n'y avait presque pas de deuxième prise autorisée sur le plateau. L'emploi du temps était impitoyable. Le casting avait souvent une ou deux chances de bien faire. Et si ce n'était pas le cas, le réalisateur passait à autre chose. Cela signifiait que des scènes étaient tournées pendant que les gens boitaient, étaient bandés ou combattaient l'épuisement. Il n'y avait pas de temps pour la récupération. Jean-Claude a aussi insisté pour que les scènes de combat paraissent fluides et cinématographiques. Cela signifiait non seulement exécuter des techniques, mais les faire proprement, en séquence et à la caméra, le tout dans l'espace confiné de la plateforme du tournoi. Certains combattants n'étaient pas habitués à se battre pour la caméra. Donc, Jean-Claude a commencé à diriger une partie de la chorégraphie lui-même. Il parcourait les scènes, ajustait les mouvements et suggérait même de nouvelles séquences pour les rendre plus excitantes. L'une de ses idées est devenue le mouvement signature du film, les knockouts au ralenti avec coups de pied volant en écart. Ces mouvements n'étaient pas dans le scénario original. Mais Jean-Claude voulait terminer les combats d'une façon qui mettrait en valeur sa flexibilité et sa compétence sans CGI. Les coups devaient être réels, timés parfaitement et capturés sous plusieurs angles. C'est ainsi qu'un coup de pied volant est devenu un tournage de 5 heures. Jean-Claude l'a répété encore et encore jusqu'à ce que le timing et le mouvement de caméra soient parfaits. Ses jambes tremblaient à la fin, mais il l'a eu. Rien de tout cela n'était standard. Ce n'était même pas sûr. Mais cela est devenu partie de l'attrait brut et gritty du film. Il n'y avait pas de polish, seulement de l'effort. Pas de coups fins, juste de vrais impacts, de vraies ecchymoses et de vraies conséquences. Derrière l'objectif, le film commençait à se former visuellement. Les combats paraissaient authentiques et l'agilité de Jean-Claude était contrairement à tout ce que le public avait vu, mais personne sur le plateau ne pouvait dire si cela fonctionnerait. L'histoire était mince. Les performances inégales. Et le péage physique sur l'acteur principal commençait à se voir. Jean-Claude n'était pas seulement fatigué. Il souffrait. Son corps le faisait souffrir. Ses jointures étaient à vif. Et pourtant, il continuait parce qu'il croyait que le film changerait sa vie. Et il avait raison. Mais d'abord, le film devait survivre à ce qui venait ensuite. Le montage final. Un film fini que personne ne voulait sortir.
Quand Jean-Claude est rentré à Los Angeles après le tournage chaotique à Hong Kong, il était épuisé mais plein d'espoir. Le tournage avait été brutal, oui, mais les rushs paraissaient bons. Les combats étaient nets et la caméra avait capturé certains de ses meilleurs travaux. Pour la première fois de sa vie, il se sentait comme si, peut-être, juste peut-être, il avait fait quelque chose qui le ferait enfin entrer à Hollywood. Mais ensuite est venue la projection studio. Le premier Rogue Cut de Bloodsport a été monté par l'équipe de Cannon Film sans l'implication de Jean-Claude. Il était trop long, le rythme était décalé et les combats n'avaient pas l'impact nécessaire. Il semblait lent, maladroit et inégal. L'énergie si intense sur le plateau avait été complètement perdue au montage. Quand les exécutifs de Cannon ont vu la version, ils n'ont pas été impressionnés. En fait, certains étaient visiblement frustrés. Il y avait des rumeurs que quelques-uns soient même partis avant la fin de la projection. Selon Jean-Claude, quelqu'un dans la salle a utilisé le mot « embarrassant ». Il y avait des discussions pour le ranger complètement au placard, c'est-à-dire le jeter, l'effacer et passer à autre chose. Ce n'était pas inhabituel pour Cannon. Le studio avait une histoire de production de films d'action à petit budget, et si quelque chose ne semblait pas rentable, il ne s'embêtait pas à le pousser. Bloodsport n'était pas une priorité haute pour commencer. Il avait été validé sur un coup de tête avec un budget minuscule et sans grand nom. Pour les exécutives, c'était juste un autre film d'action jetable, qui s'était avéré pire que prévu. Jean-Claude était dévasté. Il avait tout donné à ce projet. Son corps, son temps, ses derniers dollars, et maintenant le studio était prêt à l'enterrer. Mais au lieu de partir, Jean-Claude a fait quelque chose que la plupart des acteurs n'oseraient même pas suggérer. Il a demandé à remonter le film lui-même. Pour être clair, Jean-Claude n'avait aucune formation formelle en montage. Il ne savait pas utiliser les machines. Il ne pouvait pas opérer le logiciel. Mais ce qu'il avait, c'était une compréhension presque instinctive du mouvement, du rythme et de l'impact. Des années d'arts martiaux lui avaient appris à sentir le timing, pas seulement en combat, mais dans la montée vers chaque moment. Et c'est ce qui manquait au film. Il a convaincu l'équipe de lui donner une chance. Pas un contrôle total, mais un accès. Il s'est assis à côté d'un monteur pendant des jours, regardant image par image, aidant à resserrer les séquences de combat. Il a coupé les pauses maladroites, élagué les transitions lentes et suggéré de nouveaux angles pour les plans de réaction. Il s'est concentré sur le tempo des combats, voulant que chaque mouvement frappe comme un battement de tambour. Il a ajusté la vitesse de certains coups pour emphaser la puissance, allongé d'autres pour bâtir la tension. Même les séquences iconiques au ralenti ont été insérées avec soin pour ajouter du drame sans traîner le rythme. Ce n'était pas seulement les combats. Il a travaillé sur les moments de personnages aussi. Il s'est assuré que le parcours de Frank Dux d'outsider respectueux à champion déterminé est une structure émotionnelle. Même avec un dialogue limité et un scénario trop simple, Jean-Claude savait qu'il devait faire en sorte que le public se soucie du personnage, ne serait-ce qu'un peu. Le monteur travaillant avec lui a plus tard admis que le timing de Jean-Claude était meilleur que celui de certains réalisateurs formés. Il sentait juste les scènes différemment. Après plusieurs semaines de remontage, ils ont assemblé une nouvelle version du film. Cette fois, c'était plus serré, plus propre. Les combats frappaient plus fort. Le rythme était plus intense. La montée vers le match final fonctionnait vraiment. Ce n'était toujours pas un film d'action hollywoodien poli, mais maintenant il avait quelque chose. Un pouls, un sens du mouvement, une énergie brute qui ne pouvait pas être feinte. Pourtant, le studio n'était pas convaincu. Même après avoir vu le nouveau cut, certains exécutifs doutaient encore qu'il performe. Ils envisageaient une sortie directe en vidéo. Ils ne voulaient pas gaspiller d'argent sur une large sortie en salle. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le studio a testé le film avec un petit public. Les gens l'ont adoré. Les spectateurs ont applaudi pendant les combats. Ils ont ri aux personnages secondaires bizarres mais charmants. Ils ont été attirés par la simplicité de l'histoire. Le public ne connaissait peut-être pas grand-chose de Jean-Claude, mais ils aimaient ce qu'ils voyaient. Il avait une présence unique, athlétique, intense et expressive, même sans beaucoup de lignes. La nouvelle a commencé à se répandre. Cannon Film a décidé de donner une chance au film. Ce ne serait pas une massive sortie, mais il irait en salle. Pour Jean-Claude, c'était un moment de percée, mais aussi terrifiant. Parce que même avec le film remonté et une date de sortie fixée, il était toujours fauché. Son contrat pour Bloodsport ne l'avait pas enrichi. En fait, il ramassait encore des jobs occasionnels en attendant la sortie, posant des tapis, déplaçant des cartons.
Il était connu, mais seulement dans les bureaux de Canon. Dehors, il était toujours juste un autre acteur en galère à Los Angeles. Le succès de Bloodsport n'était pas garanti. À ce stade, c'était encore un film B avec un petit acteur principal et une backstory trouble. Il n'y avait pas d'Alistair, pas de tournée promo, pas de grande campagne publicitaire. S'il échouait, Jean-Claude n'aurait pas d'autre chance. Il n'avait pas de plan B. Pas d'autre film en vue. Pas d'économie. Tout ce qu'il avait été lié à ce film martial risqué, bancal, rafistolé basé sur une histoire qui n'était peut-être même pas vraie. La vérité. La vérité que la plupart des gens ignorent. Au moment où Bloodsport s'est terminé et que Jean-Claude a aidé à le remonter, la plupart pensaient que sa lutte était finie. Le film était fait. Le studio avait un plan. Les combats paraissaient géniaux. Il avait le premier rôle. Qu'est-ce qui pouvait être si dur? La vérité est que la partie la plus dure se déroulait encore, et ce n'était pas sur le plateau ou en salle de montage. C'était dans la vie de Jean-Claude. Il a rapporté dire, la plupart des gens ne savent pas à quel point c'était vraiment dur de faire Bloodsport. La vraie lutte a commencé après la fin du tournage et du montage. Jouer dans Bloodsport était un rêve devenu réalité, mais aussi le plus grand cauchemar de ma vie. Même après avoir mis tout son cœur et son âme dans Bloodsport, Jean-Claude était toujours fauché. Le cachet qu'il a reçu pour le film couvrait à peine le loyer pour quelques semaines, si cela. L'argent arrivait lentement et son contrat était lourdement en faveur du studio. De bien des façons, le film lui avait coûté plus qu'il n'avait gagné. Il vivait toujours sur le fil du rasoir, dormant parfois dans sa voiture, crachant parfois sur le sol d'un ami, sautant souvent des repas juste pour pouvoir s'entraîner. Le péage physique du tournage n'avait pas disparu. Son corps le faisait constamment souffrir de blessures pas totalement guéries. Mais le péage émotionnel était pire. Le doute le rongeait. Est-ce que cela allait vraiment marcher? Quelqu'un s'en soucierait-il quand le film sortirait en salle? Et si Bloodsport échouait et qu'il se retrouvait avec rien? Pendant des mois, Jean-Claude a été dans le limbo. Le studio ne promouvait pas le film lourdement. Le budget marketing était minuscule. Il n'avait pas d'agent qui le poussait, pas d'équipe qui le soutenait. De bien des façons, il était toujours le gamin belge inconnu du début. Mais Jean-Claude ne s'est pas assis pour attendre. Il a pris sur lui de créer du momentum. Il a personnellement livré des VHS à des distributeurs, espérant les convaincre de donner une chance au film. Il voyageait à de petites projections et parlait avec les fans. Il travaillait dans des gyms et des écoles d'arts martiaux, répandant la nouvelle de son film de bouche à oreille. À un moment, Jean-Claude a même performé son coup de pied volant signature pour des acheteurs potentiels dehors d'un parking de studio, comme il l'avait fait des années plus tôt pour entrer. Le cycle était presque complet. Ce n'était pas du glamour. Ce n'était pas de la gloire. C'était de la survie. Et c'est le côté de Bloodsport que peu de gens voient. Le combat désespéré derrière la caméra, les mois épuisants après la production, le rollercoaster émotionnel qui l'a presque brisé. Les défis physiques sur le plateau étaient extrêmes, l'épuisement mental était extrême, mais l'incertitude financière et personnelle. C'était une autre sorte de bataille. Un combat sans adversaire clair, sans arbitre et sans limite de temps. Conclusion. Quand Bloodsport est sorti en 1988 avec peu de fanfare et encore moins de muscles marketing derrière, sur le papier, c'était juste un autre film d'action à petit budget destiné aux câbles de fin de soirée ou aux étagères poussiéreuses de VHS. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le public a commencé à le remarquer. La vidéo domestique a été la vraie percée de Bloodsport. Les locations et ventes ont explosé. Les fans copiaient les cassettes et les partageaient avec des amis. Les magasins de location vidéo rapportaient une demande constante. Le film est devenu un classique culte presque du jour au lendemain. Jean-Claude, autrefois un artiste martial inconnu et brisé vivant dans sa voiture, est soudain devenu une star. Mais le succès est venu avec une vérité douce amère. Peu savaient à quel point Bloodsport avait failli être abandonné ou combien Jean-Claude avait sacrifié juste pour le réaliser. Les cicatrices physiques restaient, la lutte financière persistait, et la pression pour se prouver ne faisait que croître. Pourtant, Bloodsport a marqué un tournant, non seulement pour Jean-Claude, mais pour le cinéma martial. Il a pavé la voie pour une ère de combattants devenus acteurs et a aidé à populariser un genre longtemps dédaigné. Comment la carrière de Jean-Claude aurait-elle été différente sans Bloodsport? Dites-le nous dans les commentaires.